juste de dire s'aimer soi-même, on est dans une dualité. Qui aime qui? Il y a une personne qui est soi-disant la personne qui n'est pas aimée et il y a le juge de cette personne. Alors oui, c'est en partie égotique au sens où quand on est dans l'ego, on est toujours en mode jugement. Jugement sur soi, jugement sur l'autre. Parce que l'ego cherche toujours à être unique, spécial, exceptionnel, extraordinaire. Donc, il va toujours se comparer. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé. Et vous le savez, tous les mardis, j'ai demandé à Serge Marquis d'être là avec nous pendant un mois. Serge Marquis, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, alors, et l'accent va vous trahir. Absolument, ça, j'ai rien changé à mon accent, il demeure le même. Alors, il me trahit un peu. Ah, ceci dit, quand vous êtes en France, vous avez un chouïa moins l'accent. Ah, c'est vrai? Ouais. On me dit souvent que j'ai un français plus universel. Ouais. Alors, mais j'essaie d'être compris. C'est pour ça, vous avez moins l'accent que quand vous êtes chez vous. Vous êtes le spécialiste mondial de l'ego, vous êtes médecin spécialiste en santé communautaire et titulaire d'une maîtrise en médecine du travail, spécialiste du stress et de l'épuisement professionnel que vous exercez depuis plus de 30 ans. Et là, c'est des vrais gens, c'est du vrai matériel qui vient vous voir depuis des années pour vous dire que soit ils sont épuisés par leur travail, ou alors parce qu'ils ont été tout simplement quittés suite à un divorce, parce que les gens sont épuisés dans ce cas-là. Ah, mais c'est très intéressant parce que les gens arrivent dans mon bureau, là, mon cabinet, on dit ici mon cabinet, avec deux phrases qu'elles ont toutes en commun. Et je trouve ça extraordinaire. Elles disent à peu près toutes, je ne sais plus qui je suis. On est dans une dimension identitaire. Et c'est le fait de ne plus savoir qui elles sont, ces personnes, qui amènent cette fatigue. Et la deuxième phrase, c'est, je ne sais plus où je vais. Là, on est dans une dimension de sens, de direction. Et ça aussi, quand on ne sait plus où on s'en va, c'est complètement épuisant. Alors, donc, on travaille là-dessus pour les aider à retrouver à la fois du sens puis à découvrir qui elles sont vraiment. Et au fil des années, vous avez vu des dizaines de milliers de personnes. Bah oui. Enfin, des centaines peut-être, pas des dizaines de milliers. Vous êtes sérieux si vous voyez 10 personnes en 30 ans? Ah non, mais j'ai vu beaucoup de personnes. C'est très vrai. Et c'est un peu triste. Vous faites Bercy. Non, mais c'est triste de dire ça, Philippe, parce que, en fait, ce que je souhaiterais, c'est d'en voir beaucoup moins. Donc, le problème soit réglé à la source. Que les gens n'aient pas besoin de débarquer dans un cabinet, parce que j'ai eu un enseignant qui m'a marqué un jour, un professeur anglais extraordinaire qui s'appelait Alexis Brooke, qui disait que ces personnes étaient les symptômes d'une maladie de l'organisation. Ah là, et ça veut dire que si on traitait la maladie de l'organisation, ces symptômes n'apparaîtraient plus. Donc, les gens n'auraient plus besoin de consulter un médecin pour dire qu'ils ne savent plus qui ils sont et qu'ils ne savent plus où ils vont. Alors, votre best-seller vient de sortir dans sa nouvelle édition, ça s'appelle « On est foutu, on pense toujours trop ». Votre éditeur, c'est Flammarion, et l'émission de ce matin s'appelle « On est foutu, on s'aime pas ». Quel est le sens de cette expression déjà, Serge Marquis, s'aimer soi-même? Ça veut dire quoi de s'aimer soi-même? Ça, c'est une question qui m'habite depuis tellement longtemps, parce que déjà, juste de dire s'aimer soi-même, c'est égotique. On est dans une dualité. Qui aime qui? Il y a une personne qui est soi-disant la personne qui n'est pas aimée, et il y a le juge de cette personne à l'intérieur de notre propre tête. Il y a déjà dualité. Alors, oui, c'est en partie égotique au sens où, quand on est dans l'ego, on est toujours en mode jugement. Jugement sur soi, jugement sur l'autre. Parce que l'ego cherche toujours à être unique, spécial, exceptionnel, extraordinaire. Donc, il va toujours se comparer pour être certain qu'il demeure unique. Il va regarder l'autre pour savoir si l'autre n'a pas quelque chose de plus que lui ou qu'elle. Donc, il va le rendre plus intéressant ou moins intéressante qu'elle, bon, etc. Alors, donc, il est toujours en mode comparaison. Et ça amène nécessairement à rencontrer des personnes au sujet desquelles le jugement suivant va être émis. Ah, il en a plus que moi. Alors là, l'inconfort apparaît. Et là apparaît la question de « je ne m'aime plus ». Parce que si lui est supérieur, plus intéressant, plus intéressante, qui, moi, va m'aimer maintenant? Puisque cette personne-là a quelque chose de plus intéressant que moi, elle va être aimée davantage que moi. Donc, qui va m'aimer maintenant? Et ça commence tôt dans la vie d'un enfant. Je vais revenir à vous. Je ne sais pas si je vais trahir un secret, mais vous avez été un petit enfant roux. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les roux, c'est très particulier parce que ce sont souvent des souffre-douleurs. Absolument. Soit on les vénère, soit on est toujours en train de se moquer d'eux. Ce sont les souffre-douleurs de la classe. Comment est-ce que vous vous êtes construit dans cette identité de petit enfant roux?
Effectivement, j'ai souffert de ça. Parce que moi, j'étais pas du côté de ceux qu'on vénérait à cause de la couleur des cheveux, puis il y avait aussi les taches de rousseur, il y avait tout ça. Déjà, la différence dans une cour de récréation faisait peur. C'est important, ça. Parce que quand on est dans l'ego, on est toujours dans la peur de la différence. L'ego, voulant être unique, être spécial, etc., souhaite quelque part ne jamais être confondu avec la masse. C'est intéressant parce qu'il y a un paradoxe. L'ego veut être différent, veut être unique, veut être spécial, mais en même temps, il craint la différence parce que la différence peut être menaçante pour ce à quoi il s'est identifié. Vous aimiez quand vous étiez enfant? J'éprouvais beaucoup de peur. Ça aussi, c'est important quand on parle de l'ego parce que l'émotion au cœur de l'activité, l'émotion centrale au cœur de l'activité égoïque. D'ailleurs, maintenant, j'aime beaucoup plus parler d'activité égoïque que parler d'ego. Parce que déjà, l'ego, c'est comme s'il y avait une entité qui existait à l'intérieur de nous, comme le cœur, les reins, bon, etc. Alors, moi, j'avais peur des commentaires qu'on pouvait émettre à mon sujet, des jugements qu'on pouvait émettre à mon sujet, parce que c'était humiliant. Le rouquin, le poil de carotte, on m'appelait le poil de carotte, là, puis là, on partait à rire. Oui, ça prêtait, voilà, on se moque. On se moque. Ouais. Alors, quand on est enfant, toute la dimension à la fois verbale et non verbale est perçue par le cerveau qui est dans un stade de développement là, qui n'est pas encore à son apogée, à son maximum, là, il n'est pas encore atteint sa maturité, j'aurais le dire comme ça. On a donc des moyens pour se défendre qui sont ceux d'un enfant. Alors, le cerveau, lui, il perçoit plein de menaces, non seulement dans le contenu du discours, mais dans tout ce qu'il y a au niveau non-verbal, dans le ton de la voix, dans le volume de la voix, le rire. Alors, nécessairement, on a l'impression tout à coup d'être menacé au niveau de notre survie. Ça va jusque-là, même par le cerveau. Et on entre dans la peur, dans la détresse psychologique, dans la tristesse, dans la déprime. On revient à la maison, je suis nul, je vaux rien, les parents ne savent pas quoi faire. Mon père, pour nous aider, parce qu'on était 5 enfants roux, pour nous aider, nous lisait l'histoire de Poil de carotte, qui était un roman à cette époque-là très célèbre pour les enfants. Il essayait à travers cette histoire-là de nous montrer qu'on pouvait avoir une certaine valeur, bon, etc., nous réconforter. Mais quand on retournait dans la cour de récréation, on subissait à nouveau les moqueries. Encore une fois, c'est extraordinaire, hein, parce que toute forme de racisme, toute forme de sexisme, c'est lié à la peur de la différence à chaque fois. Et là, le seul fait d'être roux, on était déjà dans ça. Ça m'a peut-être aidé plus tard à essayer de comprendre pourquoi c'était arrivé et pourquoi ça arrivait si tôt dans la vie. Et ça m'a amené nécessairement à réfléchir à la question de l'ego. C'est pour ça que je vous amène sur le sujet, parce qu'effectivement, à partir du moment où soi-même, quand on est petit et qu'on est l'objet de raillerie, on se construit différemment. Tout à fait. On se construit déjà dans la peur, puis on entre déjà dans le jugement à propos de soi. J'aime bien citer le médecin américain Richard Moss, qui a beaucoup travaillé sur l'anxiété, qui a travaillé toute sa vie avec des personnes anxieuses et qui a observé, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est juste, mais il disait que 80% du temps, notre attention était dans un ou l'autre des 4 cadrans suivants. Un des cadrans, c'est les jugements sur soi-même. Et très tôt, là, quand on commence à entendre des discours comme ceux que j'entendais, on traduit ces discours-là en jugement à propos de soi-même. On n'a plus besoin de personne autour de nous, là. On est seul dans sa chambre le soir avant de dormir et ça tourne dans la tête, là, l'hamster déjà, qu'on n'a pas identifié comme un hamster, bien sûr, parce qu'on est enfant. Ça tourne dans la tête, je suis nul, on ne m'aime pas. Le rejet, l'exclusion. Je trouve ça très important parce que ça retourne à des dimensions très primitives de l'histoire de l'humanité. Parce que à une certaine époque, si on était exclu du clan, ça signifiait la mort. Parce que le clan assurait une protection à tous ces individus. Et quand on était seul, c'était beaucoup plus difficile de se défendre contre un prédateur seul que de se défendre à 40. Alors, quand on est le soir enfant, dans son lit, en train de tourner ce discours, je vaux rien, je suis nul, mais c'est exactement la même chose. C'est l'équivalent d'être exclu du clan. Et la peur très, très primitive de disparaître réapparaît, envahit la biologie. Est-ce que plus tard, vous avez été fier de vos cheveux roux? Disons qu'il y a toujours un âge où c'est bon. Et puis après, il y a toujours un moment où ça plaît aux filles. Donc, disons que ça a été un apprivoisement. Aujourd'hui, je dis que j'ai blondi, mais à l'époque, j'étais vraiment rouge
rouge carotte, là. Roux carotte. Oui, vous n'étiez pas blond vénitien, Non, vous voyez pas comme on dit aujourd'hui. Mais est arrivé un moment dans ma vie où on a commencé à me dire que j'avais de beaux cheveux. Et ça, c'est important parce que ce discours-là vient panser les blessures. Là, on est dans la résilience. Il suffit qu'une personne qu'on rencontre dans notre vie ait un discours différent de celui des personnes qui nous ont humiliés et que ce discours-là soit exprimé avec beaucoup d'affection, de tendresse, je dirais même presque d'amour, pour que tout à coup la résilience s'installe et que le cerveau n'aille plus dans la direction où l'humiliation l'amenait, donc des discours négatifs à propos de soi, mais que le cerveau aille tout à coup dans un état d'apaisement. Parce qu'on est en relation avec quelqu'un qui nous apporte de la chaleur en partant du fait qu'on a cette couleur de cheveux, plutôt que de nous humilier à cause de cette couleur de cheveux. Ce que vous dites, c'est vrai pour les personnes qui ont des couleurs de cheveux différentes, mais c'est vrai pour tous ceux qui sont différents. Tellement. La résilience s'applique à toute forme de différence. Et c'est moi j'aime bien revenir toujours sur la question de la neurologie, parce que on sait maintenant que le cerveau est plastique. Donc, apparition de nouvelles connexions neuronales. Les circuits qui étaient empruntés auparavant à cause de ce qui avait été enregistré dans la mémoire étaient les circuits de l'humiliation. Maintenant, il y a de nouveaux synapses. Et les circuits qui sont empruntés sont les circuits de l'apaisement, de la chaleur humaine, du bien-être, d'être en compagnie de quelqu'un qui dit « Vous avez tes beaux cheveux » ou peu importe le poids que vous avez, peu importe la couleur de peau, peu importe. J'apprécie ce que je vois. J'apprécie ce que vous êtes. On est foutu, on s'aime pas avec Serge Marquis. Moi, je vous rassure, je vous aime beaucoup, Serge. Hein. Ah, comme dit une de mes amies québécoises, c'est réciproque. Voilà, c'est très réciproque. Maintenant, on va essayer de comprendre comment notre ego nous éloigne de qui on est vraiment. Et ça, c'est important, parce que finalement, il y a le vrai nous, et puis il y a le nous que nous construisons, cette espèce d'habit qu'on a pour vivre en collectivité, en société. C'est tellement important d'aborder cette question-là, parce que je vais prononcer chaque mot très lentement, nous ne sommes pas notre ego. Nous ne sommes pas, j'ai comparé l'ego à un oignon fait de plusieurs pelures identitaires. Nous ne sommes aucune de ces pelures identitaires. Je ne suis pas ce que je possède. Je ne suis pas le vêtement, la marque de vêtements que je porte. Je ne suis pas la marque de voiture que je conduis. Je ne suis pas ce que je fais, même mon métier. C'est très important. Je ne suis pas le mec qui passe à la télé, pour certains qui suivent mon regard. Non, mais c'est vrai, on n'est pas ça. C'est fondamental parce que j'ai soigné plein de personnes tellement identifiées à ce qu'elles faisaient que le jour où elles ont perdu ce qu'elles faisaient ou le jour où ce qu'elles faisaient a pris moins de place dans leur vie, elles ont eu l'impression de ne plus exister. Je suis ce que je fais disparaît, je n'existe plus. C'est faux, mais complètement faux. Mon père a vécu ça d'une façon tragique, a été mis à pied à l'âge de 56 ans. 3 mois plus tard, il était aux urgences de l'hôpital. Ils ont tous été convoqués. Vous racontez cette scène où tous les gens qui travaillaient dans l'entreprise de votre père, qui avaient plus de 50 ans, ils ont tous convoqué. On leur a dit « Zouk ». Vous partez dans 2 jours, 1 année de salaire, un crayon. Mon père avait jamais été malade de sa vie, mais 3 mois plus tard, il était aux urgences, problème cardiaque important. Et il me dit, je suis devenu un déchet social. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort, cette phrase? Mais c'était cette identification au travail. Donc, nous ne sommes pas ce que nous possédons. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous ne sommes même pas nos opinions, nos idées. Heureusement, j'ai changé d'opinion souvent dans ma vie. Il fallait que j'en change parce que j'avais des opinions qui étaient absolument absurdes sur plein de choses. Nous ne sommes pas la couleur de cheveux, donc nous ne sommes pas notre apparence. Ça, c'est une autre pelure identitaire très importante. Chez les jeunes, c'est majeur avec les réseaux sociaux. Parce qu'avec les réseaux sociaux, chez les jeunes, avec la possibilité de poster des photos et tous les commentaires qui sont attendus, si les commentaires sont négatifs, les jeunes n'identifient plus les commentaires comme étant des commentaires à propos de la photo, mais à propos de ce qu'ils sont, parce qu'ils sont identifiés à leur image. Nous ne sommes pas les connaissances qu'on possède. Il y a des gens qui s'attribuent une valeur à travers les connaissances qu'ils possèdent. Moi, j'en sais beaucoup plus que toi, donc je suis meilleur que toi, je suis plus extraordinaire que toi, au sujet du vin, par exemple, etc. Alors, nous ne sommes pas non plus les souffrances que nous traversons, parce qu'il y a même des personnes qui s'identifient à leurs souffrances. C'est très difficile de les soigner,
parce que dès que les souffrances s'apaisent, la personne a l'impression de ne plus exister. Alors, il y a toute une série de pelures identitaires. Nous ne sommes pas ces pelures identitaires. Et elles sont souvent menacées. Au travail, ce que je fais, il peut y avoir des jugements de porter sur ce que je fais n'importe quand au cours de la journée, des commentaires négatifs. Alors, donc, si je suis identifié à ça, bien sûr, je vais être... Immédiatement, mon corps va réagir et me faire ressentir un inconfort majeur. Mais c'est important, ça, Jean-Marc, d'expliquer aux gens qu'on n'est pas ce qu'on possède. Oui. On n'est pas ça. C'est-à-dire que même votre uniforme, c'est pas vous. Non. Tout à fait. Parce que même notre corps, quelque part, parce qu'il change, il se transforme. Et si je me suis identifié à une image que j'ai de mon corps, à un âge précis de ma vie, jamais je ne serais capable d'accepter l'apparition d'une ride ou d'une transformation parce que j'ai l'impression de disparaître, encore une fois. De là l'importance dans cette société qu'a pris le Botox, les chirurgies de toutes sortes, etc., parce que les gens sont identifiés à cette image-là. Et ils ne veulent pas disparaître, ils ne veulent pas mourir, au fond, à travers l'image. Alors, c'est quoi notre vraie nature si on n'est pas tout ça? Nous sommes... Merci Marie de Hennezel, psychologue française, qui a dit un jour dans une conférence à Montréal, « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Quelle phrase magnifique. Qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? La première chose qui en nous ne vieillit jamais, je l'appelle la capacité d'être là, la capacité d'être présente. Marie de Hennezel a travaillé aux soins palliatifs, aux soins de fin de vie, et aux soins en fin de vie, il y a plein de gens, la seule chose qui leur reste, c'est d'être présente aux personnes qui les entourent. Elles ne sont plus en train de défendre la marque de leur voiture ou l'opinion politique qu'elles ont eue, etc., etc. Et cette capacité d'être là, un jour, j'ai dessiné un schéma pour essayer d'illustrer ça, qui ressemble à un atome. Et la capacité d'être présente, c'est le noyau, le cœur, autour duquel il y a ces électrons qui sont d'autres capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer ne vieillit jamais. Mais elle est reliée à la capacité d'être présente. Comment peut-on aimer si on n'est pas là? Impossible. La capacité de s'émerveiller, ça aussi, ça ne vieillit jamais. Aux soins palliatifs, il y a encore des personnes qui ont la chance de s'émerveiller devant l'apparition d'un petit enfant qu'on leur amène, etc., etc. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de savourer. Une histoire que j'aime raconter, une dame m'a dit que son père souffrait d'un cancer de tube digestif, qu'il n'était plus capable de rien absorber par la bouche, qu'il était nourri par les veines. Elle et sa mère ont décidé de préparer les biscuits qu'il aimait beaucoup. En ont déposé quelques grains sur sa langue. Et il a fait « encore ». Donc, il savourait encore aux soins palliatifs. La capacité de créer ne vieillit jamais. J'ai vu des gens, moi-même, que j'ai accompagnés dans des soins palliatifs, me demander un crayon pour écrire des idées qu'elles avaient. Des gens qui veulent dessiner encore aux soins palliatifs. Donc, la capacité de créer est intacte. La capacité d'apprendre demeure intacte. On apprend à mourir tout au cours de son existence, en lâchant prise, justement, sur une apparence qu'on a eue, en acceptant l'apparition d'une ride, etc. L'ultime lâcher prise, dernière seconde de notre vie. Alors, on est encore en train d'apprendre à lâcher prise au dernier instant de notre vie. Je l'ai vu dans les yeux de mon père quand je l'ai accompagné. Qui a vécu jusqu'à plus de 90 ans. 93 ans. Oui, donc... Mais j'ai vu quand même dans ses yeux le lâcher-prise ultime. C'est avec une dernière larme. Oui, absolument. C'est assez émouvant, je peux vous assurer. La capacité de transmettre ne vieillit jamais. J'ai un grand ami qui m'a pris par les bras 2 jours avant qu'il meure, cancer du cerveau, 49 ans. Il m'a pris par les bras comme ça. J'étais avec lui 48 heures avant son décès. Et il me dit, les personnes que tu aimes, prends le temps de les regarder. Il transmettait 2 jours avant de mourir. Et ça, toutes ces capacités, c'est le cœur de ce que nous sommes, vraiment. Mais comme l'attention passe beaucoup de temps dans l'ego, elle n'est plus disponible pour être dans ce qui en nous ne vieillit jamais. Alors que la vie, on la savoure à travers ce qui en nous ne vieillit jamais. S'émerveiller, aimer, apprendre, créer, transmettre, c'est là qu'on savoure la vie complètement. L'attention ne peut pas être, contrairement à ce qu'on pense, à 2 endroits à la fois. C'est une erreur de croire que l'attention peut être à 2 endroits à la fois. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a apprises
qui sont bien intégrés dans le cerveau qu'on peut faire automatiquement. Mais même au volant, si j'ai appris à conduire, que je fais des choses automatiquement au volant, dès que je veux regarder l'écran de mon téléphone pour texter, mon attention n'est plus disponible pour voir ce qui se passe sur la route. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas texter au volant. Parce que l'attention ne va pas à deux places en même temps. C'est aussi simple que ça. Même répondre au téléphone, ça devrait être interdit. Je pense que les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent soit en envoyant des textos, soit en répondant au téléphone. Il n'y a aucune prise de conscience de ça. Absolument, et c'est neurologique. Puis même si je suis au téléphone avec quelqu'un que j'apprécie et que tout à coup je me mets à regarder la télé, eh ben je ne peux plus entendre ce que la personne me raconte. Je peux plus répondre aux questions qu'elle me pose parce que mon attention n'est plus disponible pour elle. Alors, et ça, si on pouvait tous et toutes constater ça, là, ça changerait plein de choses dans la société actuellement. Parce qu'on s'écouterait davantage, on écouterait l'autre davantage quand on est avec lui ou avec elle. On serait plus prudent quand on conduit sa voiture, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vient vous voir en consultation et qui dit « Je ne m'aime pas, docteur ». Je dis, on va prendre le temps de regarder ça ensemble. Nous allons marcher ensemble de ce que ça signifie, de ne pas vous aimer. Parce que déjà, vous venez de porter un jugement à votre propre sujet. Je les amène déjà dans la dualité. Qui vient de prononcer ce jugement? Qui est le juge en vous? Et qui est la personne jugée en vous? Déjà, ça crée une confusion. Hein, c'est vrai, il y a quelqu'un qui, tout à coup, juge l'autre. Est-ce que la personne qui juge, elle, s'aime? Elle se prend pour qui, elle, cette personne, pour juger l'autre et dire que l'autre n'est pas aimable? Et cette dualité est déjà un problème. Alors donc, ça crée une confusion, puis là, on peut commencer à échanger ensemble sur cette dualité. Et je les amène tout doucement à questionner à partir de quel moment elles ont commencé à ne pas s'aimer. Et souvent, on revient à l'histoire de la rupture. Parce que tout à l'heure, vous avez introduit ça quand vous avez parlé du burn-out. Et très fréquemment, des gens qui ont subi, ont vécu une rupture et qui ont subi un rejet dans leur tête, on se sont dit, ça y est, on ne m'aime pas, donc je ne suis pas aimable. Et ont eu l'impression que leur capacité d'aimer s'était envolée avec la personne qui les avait abandonnés ou qui les avait quittés, comme si elle leur avait volé leur capacité d'aimer. Ça aussi, je travaille ça avec elles. Je leur dis, est-ce qu'on peut vous voler votre capacité d'aimer? Dites-moi, n'est-elle pas encore à l'intérieur de vous? Et là aussi, ça crée une confusion. Est-ce que je suis incapable d'aimer? Encore, oui. De nouveau, aimer de nouveau. Voilà. Et puis, sous toutes sortes de formes. Est-ce que la personne qui m'a quitté était la seule forme d'amour disponible, présente dans mon existence? Ou s'il y a toutes sortes... Il y a encore des gens qui m'entourent, là. Il y a encore des membres de ma famille. Il y a encore des personnes qui pourraient bénéficier de quelques instants de ma présence si je donnais des services bénévoles bénévolement quelque part. Alors, l'amour peut prendre d'innombrables formes. Pour moi, l'amour, d'ailleurs, c'est quelque chose qui rayonne et non pas quelque chose qu'on doit exiger ou attendre. C'est quelque chose qui peut rayonner, émerger. Et à partir du moment où on découvre que cette capacité d'aimer est intacte toute la vie, bien sûr, on peut ramener l'attention dans cette capacité d'aimer et redécouvrir que ce pouvoir-là, personne ne peut nous l'enlever. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ». Oui, tout à fait. J'ai écrit un roman. Et je tenais à aborder cette question-là sous l'angle d'une histoire. Parce qu'il y a une femme qui est spécialiste en pédiatrie, qui s'occupe des cerveaux des jeunes enfants, dont le fils, un jour, lui dit « Maman, qu'est-ce que l'ego? » Alors, sa mère, évidemment, est étonnée parce que le fils a 9 ans. Charlot, mais pourquoi me poses-tu cette question? Il a entendu à l'école 2 professeurs, dont un qui l'apprécie profondément, se faire insulter par un autre professeur qui lui a dit « Toi et ton gros ego ». Et il a vu à quel point ça avait blessé la personne qui avait entendu cette insulte. Et comme il aimait beaucoup cette personne, il s'est demandé « Mais qu'est-ce que c'est que l'ego? » Et là, sa mère, étonnée, à 9 ans, incapable de répondre à la question, essaie de l'éviter. Mais tout au cours du roman, on rencontre les amis de Charlot. On le suit jusqu'à l'adolescence. Et il essaie de... On le trouve sur Internet, ce livre. Et puis, vous parlez de Charlot, mais il y a un autre Charlot, Charlie Chaplin, qui avait immortalisé un poème, justement, qui s'appelait
le jour où je me suis aimé pour de vrai. Voilà, l'amour de soi, on est foutu, on s'aime pas. Ça commence très tôt dans l'enfance et l'enfant comprend très vite que les parents ont des attentes et l'enfant va vouloir tout faire pour répondre aux attentes qu'il imagine de ses parents. Et c'est comme ça qu'on se construit, que l'ego se construit. Oui, et c'est toujours la peur du rejet. Si on ne répond pas aux attentes des parents, on a peur de ne plus être aimé. Et ça va très loin quand on est enfant, parce qu'on a peur de disparaître, parce qu'on associe être aimé avec survivre. On associe être aimé avec être nourri, être protégé. On va nous tenir la main quand on va traverser la rue. On va nous réchauffer quand on va avoir froid, etc. Donc, on essaie de savoir qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être aimé pour survivre. On a 5 ans. On est au pied, je raconte cette histoire parce que ça m'est arrivé au pied de l'arbre de Noël, je me souviens encore de ça. J'avais appris un petit poème de 4 lignes à l'école, à la maternelle, et j'ai récité ce petit poème. Et à la fin, il y avait là les oncles, les tantes, les grands-parents, les parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a applaudi. Là, il y a quelqu'un qui a eu cette phrase incroyable, bien intentionnée, qui a dit « Ah, tu ne t'es pas trompé. Et tu es tellement bon, tu ne t'es pas trompé. » C'est ce que la personne a dit. Alors moi, j'ai associé dans ma tête, elle m'apprécie parce que je ne me suis pas trompé. Donc, si je veux continuer d'être apprécié, il ne faut plus que je me trompe. Il faut que je sois parfait. Et là, commence à se fabriquer des images de ce qui va nous rendre à leurs yeux uniques, spécial, extraordinaire, pour qu'on s'occupe de nous, qu'on ne soit plus rejeté. Et toute notre vie, c'est ça. Quand on porte des jugements négatifs à propos de quelque chose qu'on fait, ça peut être une création, un tableau, une chanson, un poème, n'importe quoi. Quand on porte un jugement négatif, même sans nous connaître, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jugements négatifs qui sont portés sans qu'on connaisse d'aucune façon la personne au sujet de laquelle on porte un jugement. Alors, quand on porte un jugement négatif à propos de ce que l'on fait, de ce qu'on a fait, on retourne au pied de l'arbre de Noël, littéralement. C'est que le corps réagit avec toute l'angoisse de l'enfant à ce moment-là, instantanément, et la peur d'être rejeté, exclu, de ne plus être aimé. Alors, c'est tout un apprentissage. Il y a des... Certaines personnes qui sont excessivement connues, qui ont des millions de followers, qui sont quand même rompues à la question des réseaux sociaux, ne supportent pas aujourd'hui même une petite attaque. Oui, tout à fait. Ça leur fait mal. Et ça, c'est important aussi parce que le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Donc, va aller choisir le commentaire négatif parmi le million de commentaires positifs. Parce qu'il ne s'intéresse pas à la partie positive, il s'intéresse à la partie menace. Parce que c'est ce qui est lié à la peur de disparaître. Donc, c'est ce qui prend toute la place de l'attention. Alors, c'est pour ça que c'est si important. Moi, je me souviens avoir donné des conférences, puis que je voyais dans la salle une personne qui n'avait pas l'air d'être intéressée, et mon attention, tout à coup, était absorbée par 7 personnes. Ce qui a fait dire d'ailleurs à un grand humoriste américain que lui, quand il était devant une salle, il ne regardait, il disait ça en anglais, que the face, le visage, la face qui ne riait pas. Puis j'essayais de faire rire ce visage au lieu d'entendre les rires de toutes les autres personnes. Parce que il disait, il savait pas, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que le cerveau voyait dans ce visage la menace et le rejet, l'exclusion. Donc, l'angoisse liée à la peur de disparaître, c'est ça qui est si fondamental de comprendre. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent au moment où on élève les enfants. Parce que les enfants, finalement, ils veulent plaire à leurs parents. Donc, ils essaient de bien travailler à l'école, d'être bons au sport, enfin, de remplir toutes les attentes qu'ils imaginent de leurs parents. Comment on doit élever ces enfants, donc, finalement, pour qu'ils n'essayent pas d'être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes? La première chose à faire, c'est de se connaître soi-même comme parent. Donc, d'observer ses propres attentes, d'observer à quel point on est en train de transmettre à l'enfant des exigences qui sont les nôtres et qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est vraiment. Donc, si j'arrivais à apaiser mon hamster de parent, je pourrais arriver à entrer dans la présence pour découvrir ce qui se passe dans son cerveau d'enfant et connecter là-dessus. Première étape fondamentale, découvrir mon propre hamster, mes exigences, mes attentes, en rapport avec des rêves que je n'ai pas réalisés. Voilà, pour aider les enfants à être eux.
eux-mêmes. Totalement eux-mêmes, à découvrir justement très tôt la différence entre l'activité de l'ego qui veut à tout prix être aimé, être le meilleur que son frère, meilleur que sa sœur, meilleur que l'autre à l'école, bon, etc., versus sa capacité déjà de créer, sa capacité d'aimer, sa capacité de transmettre, d'apprendre, etc. Si l'enfant apprenait ça très tôt, sa vie serait totalement transformée. Alors, on a eu un scoop ce matin. Vous avez été roux et vous avez eu votre première petite amie à 19 ans. Oui. C'était pas en avance, hein, Serge Marquis. Non, non seulement j'étais roux, mais j'avais l'air aussi très, très jeune. Et ça, j'avais l'air d'avoir 12 ans à l'âge de 16 ans, 17 ans. Alors, les filles ne s'intéressaient pas beaucoup à moi. Et celle qui finalement s'est intéressée ouais. À vous, à 19 ans, qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous-même? Ah, plein de choses. D'abord, si jamais elle était à l'écoute, je lui rends hommage parce que c'est une personne qui m'a appris énormément de choses et qui... j'ai encore parfois le privilège même de revoir aujourd'hui, parce qu'il y a une belle amitié qui s'est développée. Mais à l'époque, j'avais commencé des études de médecine et j'étais absorbé complètement, donc pas très disponible pour une relation amoureuse. Alors, donc, elle m'a un jour quitté. Et elle m'a appris, effectivement, à comprendre qu'il y avait une différence entre la capacité d'aimer et le sentiment tout à coup de ne plus être aimable. Alors, et ça a été très dur, parce que j'ai vécu une période... je pense qu'aujourd'hui, je le dis, je ne le savais pas à l'époque, mais je pense que j'ai vécu une période de dépression à ce moment-là. Jusqu'au jour où, magique, au mois de mai, j'ai jamais oublié ça, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais dans le cambouis, dans le cambouis émotif. Alors, et tout à coup, au mois de mai, il fait un temps absolument radieux. On est au Québec, l'hiver vient de finir, puis, bon, les bourgeons éclatent, là, c'est absolument extraordinaire. Je suis dans le jardin, chez mes parents. Je suis allé manger, ça devait être un dimanche. Et je suis dehors, et tout à coup, je vois cette beauté spectaculaire de la nature. Et j'éprouve un bien-être, mais inouï. Et là, dans ma tête, ça fait, mais je n'ai pas besoin d'elle pour vivre. Ça a fait ça dans ma tête. Je n'ai pas besoin d'elle pour vivre. Je peux savourer tout ça. Je peux contempler tout ça, m'émerveiller de tout ça, ici, maintenant. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que subitement vous réalisiez ça? J'étais entré dans le moment présent. Toute mon attention était disponible pour le spectacle de la vie. L'attention n'était plus accaparée par le hamster qui disait « Je ne suis pas aimable. Je n'ai pas de valeur. Enfin, pas assez de valeur pour qu'elle puisse m'apprécier. » Mon hamster n'était plus là. Il était disparu. Il était sorti de sa roue. Et ça a changé ma vie. Parce qu'à partir du moment où je me suis dit « Tiens, je n'ai pas besoin d'elle pour vivre. » Ben, c'était là à jamais. Parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert ce que ça signifiait que d'avoir toute son attention dans le moment présent et la puissance que ça peut représenter. Serge Marquis, est-ce que les autres nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes? Ça dépend. C'est une question un peu délicate parce que ça dépend si les autres nous voient à travers la lunette de leur ego, c'est-à-dire de ce qu'ils souhaiteraient qu'on soit, de leurs attentes, etc., ou s'ils nous voient à partir de la qualité de leur présence. Et s'ils nous voient à partir de la qualité de leur présence, ils peuvent voir en nous ce qui ne vieillit jamais. Là, à ce moment-là, ils peuvent nous connaître mieux que nous. Si nous sommes, notre attention est dans l'ego pour essayer de leur plaire. Parce que si on est dans l'ego pour essayer de leur plaire et que c'est ça qu'on ne voit plus nous-mêmes, ben ils nous connaissent mieux que nous. Parce qu'ils peuvent voir notre capacité d'aimer et non pas voir ce qu'on essaie de projeter comme image. C'est qu'il y a des gens qui vous disent toujours, mais tu sais, je te connais bien. Oui, mais ça peut-être que votre femme vous dit ça, tu sais, je te connais bien. Oui, mais ça, c'est autre chose. Parce que, non, c'est pas la même chose? Non, cette phrase-là a vraiment trait à des dimensions davantage égoïques. Parce que c'est pas... Je vois la capacité que tu as d'être présent. Je vois la capacité que tu as d'aimer. Je vois la capacité que tu as de t'émerveiller. C'est pas ça qu'on nous dit, là. Oh, si je le sais, tes petits besoins, là, je les connais, puis regarde, tu viens encore me demander de faire ceci, cela. Ça, c'est un jugement égoïque. Et c'est pas vraiment la connaissance de l'autre. Mais pas du tout. Donc, les autres ne nous connaissent pas forcément mieux que nous-mêmes.
Non, absolument pas. Et il peut y arriver que des personnes nous connaissent mieux que nous-mêmes, mais on peut dire la même chose pour des parents. Les parents peuvent voir dans leur enfant tout ce qu'on vient d'énumérer, là, sa capacité d'être là, sa capacité d'aimer, etc., et que l'enfant ne le voit plus parce que lui, il a peur de plus être aimé, il a peur d'être rejeté. Mais c'est vrai pour tout le monde. Mais à ce moment-là, est-ce que nous sommes les bonnes personnes, Serge Marquis, pour avoir un regard objectif sur nous-mêmes? Arrive un moment où il n'y a plus... Quand on est dans la présence, là, complètement, il n'y a plus de regard objectif ou non. Il y a une espèce d'état dans lequel nous sommes, où on se sent profondément relié à ce qui nous entoure, à soi, aux pensées. On les observe, les pensées, mais on n'est plus attaché aux pensées. Il n'y a plus une espèce de... On n'est plus nos pensées, au fond. Je suis plus cette image que j'ai de moi-même. Non. Alors, à ce moment-là, c'est pas un jugement qu'on porte. Parce que quand on parle d'objectivité, on est encore dans la notion de jugement. Alors, on n'est plus dans une dimension de jugement. Ça n'existe plus, le jugement. Il y a la présence, point à la ligne. Présentement, là, ici, tous les trois, on est dans un... Pour moi, en tout cas, on est... Alors, tous les trois, parce qu'il y a Tariq qui est avec nous, qui nous a rejoint, mais qui participe à l'émission, il faut le dire. On interagit. C'est ça, on est dans un état de présence, là. Il n'y a plus d'hamster qui porte un jugement sur vous, sur Tariq, sur moi. Non, pas du tout. Avec 2 œufs. 2 œufs. Enfin, Tariq. En fait, avec 2 œufs, c'est l'autre. C'est l'autre moi. Oui. C'est pas moi, c'est avec un I. Donc il y a le vrai toi. Je distingue bien qu'il y ait un Tariq et un autre. Moi, j'arrive à distinguer les deux. D'accord. Donc celui avec le I et celui avec 2 œufs. Voilà, mais des fois, celui avec 2 œufs, il prend le dessus. Oui. Et j'ai du mal à le faire partir de moi. C'est le hamster. Oui, tout à fait. Hein? C'est très difficile. Ouais. Et du mal à le faire partir de moi, c'est important. Parce que comment on fait pour le faire partir? En fait, il part pas. C'est que l'attention n'est plus accaparée par lui. L'attention revient sur l'autre, en fait, ou sur ce que nous sommes vraiment. Et quand l'attention revient sur ce que nous sommes vraiment, ça prend une seconde. Il suffit de s'en rendre compte pour « Oh, reviens ici ». Dans le roman, ça, c'est fréquent, cette phrase de Charlot, apprend à dire ça. « Reviens ici, ramène ton attention ici ». Alors, à ce moment-là, l'autre, il... Micro. Ah voilà, on n'a plus de micro. J'ai cru... Tariq, du coup, il nous a coupé le micro, vous avez vu? Serge Marquis. Alors remets-nous un petit peu de son, Tariq. Vous serez là la semaine prochaine pour la dernière de cette saison avec Serge Marquis et on parlera justement du changement. Le changement, c'est maintenant. Vous verrez ce qu'on veut dire. Je rappelle que votre best-seller vient de ressortir. Hein, oui. Nouvelle édition. Oui. Vous avez retravaillé ce best-seller. Serge Marquis, vous êtes en France pour nous le présenter. Alors du coup, je recherche le titre. On est foutu. On pense toujours trop. Toujours trop. Voilà, chez Flammarion. Exact. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast et vous regarderez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.